l'union sacrée pour moi, c'est du bluff. L'union sacrée, c'est du bluff? Du bluff parce que l'union sacrée était les contextes dans lesquels nous avons créé l'union sacrée n'existent plus aujourd'hui. Nous devons requalifier l'union sacrée. L'union sacrée pour nous était une façon de nous regrouper pour faire face au FCC. FCC n'existe pas. Nous avons une majorité de 95%. Aujourd'hui, l'union sacrée est à 95% au Parlement. Nous sommes une plateforme État. Donc, parler aujourd'hui de l'union sacrée pour moi, je crois que ce n'est pas un cadre approprié. L'on devrait parler de quoi? Vous pensez qu'il faut requalifier les choses? Requalifier, mettre en place une autre force politique. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. C'est un invité hors du commun qui nous fait l'honneur ce matin de défiler sur le plateau bleu. Ses dernières sorties avaient fait le tour du web, suscitant à la fois fantasmes et polémiques. Comme quand on le voit en vacances bling-bling sur autant du champagne à la côte ouest ou sur cette aire de Walikale transporté sur un tipoy, les commentateurs sont allés chacun de son grain de sel. Avant la session de septembre qui démarre ou qui s'ouvre ce lundi, c'est sur notre plateau que Prince Willy Michiki a choisi pour faire sa rentrée politique. Honorable député, bienvenue. Merci pour cette invitation, surtout pour ces beaux cadres de Politicon. Merci. On est content de vous recevoir ici. C'est vraiment un plaisir. Il y a bien longtemps qu'on s'était vus, vous et moi, il y a longtemps. Tout à fait. On est content. Bienvenue sur notre plateau. Comment allez-vous? Non, je vais très bien. C'est un peu quand même épuisant. Vous savez, comme vous avez dit, nous sommes en vacances parlementaires. J'ai voulu d'abord commencer par là où se trouvent les tireurs de ficelles dans l'Occident et pour terminer chez vous, sur le terrain. Oui, voilà. Parce que vos vidéos ont fait beaucoup de polémiques. Beaucoup. Je voudrais d'ailleurs qu'on regarde d'abord la première vidéo de vos vacances en Occident. Vous filmiez vous-même avec votre propre voix des commentaires ici. Sur toutes les pages web, tout le monde en parlait. On reviendra, vous allez nous expliquer le sens, parce que certains ont dit, mais on tue dans l'Est, chez lui, et lui, c'est la coule douce en Occident. Regardons, on revient sur notre plateau pour continuer l'échange en espérant que vous aurez à passer un excellent moment de télé. Et voilà, c'est l'ambiance à la mer, si c'est la mer Méditerranée, très jolie. Hein? Après avoir pris un bon petit déjeuner de l'anniversaire avec quelques amis invités que j'ai invités, qui sont venus de beaucoup de pays. Il y a au moins 112 invités qui sont là et on a décidé de venir. Est-ce que vous comprenez l'indignation de ceux qui pensent que c'était trop posé quand même de la part d'un élu issu d'une province en guerre? Bon, d'abord, il faudrait d'abord placer cette vidéo-là dans son contexte. C'était mon anniversaire. Ah, c'était votre anniversaire? C'était mon anniversaire, le 23 juillet.
Et il y a 2 amis qui m'ont fait une surprise. Vous allez constater que j'étais le seul noir et le seul africain parmi les 113 participants à l'anniversaire. Il y a eu 113 invités. 112 invités, 112. moi-même 113. Qui sont venus de tous les horizons. De tous les horizons du monde. Et curieusement, aucun Africain, encore moins aucun Congolais. Vous les avez invités vous-même? En fait, ils m'ont invité moi. Ils m'ont dit, venez, nous allons prendre un gâteau. Ils ont minimisé. Moi, je me dis, bon, c'est pas important de venir un gâteau. Et curieusement, on m'a dit, voilà, ce sont vos invités. Et comme ils ne connaissaient pas mon entourage congolais en particulier, aucun Congolais, aucun Africain n'était là. Il n'y avait pas de Congolais ce jour-là. J'étais au point qu'on vous a vu seul en train de filmer. Ouais. C'est comme ça que même j'étais obligé parfois de filmer. Bon, il y a eu quand même une vidéo officielle, mais certains passages, je les ai filmés, que j'ai partagé avec ma famille, malheureusement. Vous connaissez, on ne contrôle pas les médias. Ça a fuité, ça fait du boucan ici. Tout à fait. Donc, moi, j'ai compris une chose, je me suis dit, il faut aller là où les décisions se prennent. Et vous savez, dans le monde occidental, aller à une plage, ce n'est pas un luxe. D'ailleurs, je vous informe que pendant mes vacances parlementaires, je suis en train d'aménager une plage à Walikale, à la rivière Loa, puisque j'ai compris que le tourisme, quelqu'un qui vient comme touriste aujourd'hui, il revient le lendemain comme investisseur. Et vraiment, c'était une dette morale pour moi de voir les gens, des amis qui ont mis en place, qui ont dépassé 533 000 $. Quand je vis le budget. Et juste pour faire plaisir à un homme. Et cela m'a été... Quand je parlais, je venais de me baigner. Et vous avez vu la voix, c'est quelqu'un qui venait de l'eau. Et comme vous le savez très bien... C'était une facture salée quand même. Oui. Un demi-million de dollars. Un demi-million de dollars. Pour un anniversaire. Oui, ce sont des amis qui m'ont prouvé qu'ils m'aimaient. Il y avait même certains chefs d'État dont, par courtoisie, je ne voudrais pas citer leur nom, des chefs d'État qui étaient là. Et je fais passer les messages. Les chefs d'État étaient ce jour-là venus uniquement pour votre anniversaire. Pour mon anniversaire. Et je vous dis, M. Kayembe. C'était dans quelle partie du monde? C'était au Chypre du Nord. Mais nous avons pris les bateaux, on a fait jusqu'à Sicile, en Italie, en passant par la Grèce. Puisqu'il y a eu 2 parties. Les parties qu'on a fait à l'hôtel Mérite, Diamond Mérite, 7 étoiles, et une autre partie dans les bateaux. Mais ça, pour moi, ce n'est pas important. L'important pour moi, c'était le message que j'ai fait passer. C'est comme ça qu'immédiatement de là, je me suis rendu dans l'extrême, donc au village, où j'ai passé 45 jours. En fait, je m'étais organisé pour passer 45 jours de mes vacances à l'Occident, comprendre ce qui se fait, chercher aussi, non seulement faire les plaidoyers pour le pays, mais aussi trouver des partenaires, puisqu'il n'y a pas que le gouvernement qui doit tout faire, il y a aussi le secteur privé. Et je suis content que parmi les gens que j'ai rencontrés, il y a au moins 3 compagnies qui sont déjà arrivées chez moi-même à Walikale pendant mes vacances. Tellement qu'ils étaient impressionnés du discours que je tenais, ils voulaient faire. Et ils m'ont inspiré à nous prendre en charge. C'est pour ça que pendant mes vacances, j'en ai profité. Même si aujourd'hui, il y a les M23, Alliance Fleuve Congo, qui tirent sur moi. J'ai vu même... Oui, évidemment, la polémique, c'est cette photo de vous transportée sur un tipoy. On dit, mais on n'est pas à l'époque coloniale, ça. On est en 2024. En tout cas, j'ai refusé les tipoy. J'ai refusé. Il y a eu, imaginez-vous, j'ai même refusé de tenir le meeting. J'ai fait en tout et pour tout 93, vous parlez en français congolais, 93 réunions. Je ne voulais pas de meeting, on m'a forcé. Et j'ai reçu 378 chèvres qu'on m'a offertes, 1023 poules et coqs, une population pauvre. J'ai refusé 17 km Antipoy et
Il y avait même des villages comme Motongo, il n'y avait pas prévu de dépôt. Ils ont dit non. Ils ont pris une chèvre, ils m'ont mis sur la chèvre pour marcher pendant 8 km. Donc, vous avez été transporté sur une distance d'environ 17 km. 17 km anti-Poy, les gens refusent. Ils m'ont empêché, forcé à rester sur les Tipoy. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je n'ai rien pris. Et je vous dis, curieusement, je vous dis en tout et pour tout, pendant 45 jours de mes vacances parlementaires à Walikale, je n'ai dépensé qu'à peu près $120. Et je les ai récupérés parce que j'ai vendu les chèvres. Mon cacao. Les chèvres, je les ai mis dans mes fermes là-bas. J'ai au moins 4 fermes là-bas. Et je suis producteur aussi de cacao et vanille. J'en ai profité aussi pour faire de l'argent. Donc les vacances m'ont rapporté de l'argent. Donc c'est ça en fait. Là où les autres dépensent, vous avez plutôt été pris en charge. Prise en charge totalement. Qu'est-ce que ça voudrait dire? On vous aime tellement ou... Non, au fait, ça explique aussi les parcours que j'ai suivis. Je n'ai pas été nommé par Kadima, comme vous le savez très bien. J'étais un élu et c'est la Cour constitutionnelle qui a dû les droits. Alors, le fait d'avoir été victime de la CNI, les gens voulaient en quelque sorte m'exprimer leur sympathie que non, on a reconnu au moins que vous étiez notre élu. C'est le message que j'ai compris. Et pour moi, c'est une dette morale. C'est pourquoi, je l'avais dit même bien avant, j'avais dit que moi, je ne ferai pas plus de 2 mandats. Dieu même m'a dit, en 2033, retenez bien ce jour, je laisse la politique, je quitte le monde politique. Je ne parlais même plus politique. Je vais passer le reste de mes temps, pas en Europe et pas ici à Kinshasa, mais dans mes fermes, là-bas. En 2033, vous prenez votre retraite politique. Retraite politique, totalement. En tant que parlementaire, vous ne serez pas candidat à un 3e mandat. Même pas, je ne ferai même pas partie d'un parti politique quelconque. Je m'occuperai seulement de 2 choses. L'appétit vient en mangeant. Moi, je suis un homme de principe. Je sais ce que je fais. Et quand je suis parlementaire, je vous dis, comme je suis parlementaire, j'ai fait vraiment le travail de député. J'ai un rapport de 187 pages que j'ai déjà préparé, où j'ai presque tout brossé. Et les gens m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu, depuis que Walikale existe, on n'a jamais vu un député qui récolte autant d'informations, qui échange avec la base. Et je crois que le pays peut être fier. Quelle est la situation sécuritaire là-bas à Walikale, dans le Kivu, de façon globale? Quelles informations fraîches nous ramenez-vous de là? Mais M. Kayembe, vous allez être... C'est un monde tout à fait exceptionnel. À Walikale, par exemple, comme je tenais à ce qu'on puisse réhabiliter les tronçons routiers de la nationale numéro 2, donc Kisangani, Walikale, Bukavu, je fais la route de Kisangani. J'ai pris ma Jeep moi-même en volant, puisque la Première ministre avait inscrit ces tronçons-là parmi ses projets prioritaires. Et arrivé à Walikale, j'ai, juste à la frontière avec Maniema, on appelle Pont Losso, j'ai libéré tous les policiers qui m'accompagnaient depuis Walikale. J'ai remercié le général Kabeya, et le commissaire provincial de la police, Ichopo, qui m'avait donné une très bonne escorte. Puisqu'à Walikale, 24/24, je crois que c'est le territoire le plus sécurisé. Et curieusement, là-bas, contrairement à hier, les Ouazalènes ne sont pas comme les autres Ouazalènes. Les gens préfèrent même les Ouazalènes par rapport aux FARDC de la police. Depuis longtemps, même avant même la guerre. Donc, c'est un territoire sécurisé, 23 500 km², la même superficie que les Rwandais. Donc, aujourd'hui, si nous voulons reconquérir les espaces occupés par les Rwandais, l'Ouganda, le Kenya et leurs patins, c'est Walikale. Puisque nous avons tout ce qu'il faut à Walikale pour réorganiser la population. La vraie armée fait la population. Les Kenyans et les Ougandais occupent également des espaces chez nous. Mais c'est la rébellion actuelle de M23 alias PF Congo, leurs parrains, ils sont 3. C'est le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda. Mais nous avons toujours des bons rapports avec le Kenya, qui a même envoyé de nouveaux éléments dans le cadre de la MONUSCO, et l'Ouganda qui aurait toujours des troupes chez nous. C'est ça l'objet
de ma demande, rappelez-vous que j'avais fait une demande de la convocation d'une session extraordinaire. Extraordinaire, justement. En vue d'examiner les questions sécuritaires et humanitaires à l'Est. Et j'avais insisté que ce soit à huis clos, puisque le gouvernement de la République, qui est l'émanation de l'Assemblée nationale, ne peut pas vibrer en contradiction. Puisque nous sommes, chez nous, notre lecture est claire. L'Ouganda, le Kenya, le Rwanda font partie de nos agresseurs. Mais moi, je vais plus loin. Oui. J'ai dit, la guerre n'est pas seulement le biceps, non. La guerre, c'est d'abord l'intelligence. Quand vous voyez les Makinson petits comme ça, petits. Quand vous voyez même les Kondala, c'est un des petits. Mais comment il nous faut marcher comme ça? Et moi, je vais plus loin. J'ai dit, il faut d'abord boucher les sources de financement de la guerre. C'est inadmissible, M. Kayembe, que des pays comme le Rwanda, l'Ouganda, qui n'ont pas suffisamment de ressources, puissent tenir pendant plus de 2 ans une guerre. C'est puisque c'est nous-mêmes qui sommes en train de financer cette guerre. Expliquez-nous. Quand vous dites qu'il faut boucher les sources de financement, comment faire? Aujourd'hui, M. Kayembe, moi, je suis un élu de Walikale. Oui. La plus grande réserve en cassiterite du monde se trouve à Walikale. Alpha Bifie Mining. C'est une mine aujourd'hui qui produit chaque jour 78 tonnes par jour de cassiterite. Ils sont même passés à la 2e mine. Alpha Mine envoie chaque mois plus de 2000 camions de minerais qui vont à Mombasa. Ces camions-là passent par Ouganda, Kenya, jusqu'au port de Mombasa. Le port de Mombasa aujourd'hui. En Tanzanie? Non, Mombasa c'est au Kenya. Okay. Le port de Mombasa aujourd'hui est occupé à 70% par la cargaison de la RDC. Vous vous rendez compte, c'est un port qui vous fait aujourd'hui annuellement plus de 15 milliards de dollars américains. Les banques, Tembe, Equity, BCDC appartiennent au Kenya. Ces profits font annuellement plus de 2 milliards de dollars. Le bureau le plus important de Alpha Mine aujourd'hui, c'est à Nairobi, à Kampala, au port de Mombasa. Les camions là, plus de 80% des chauffeurs sont des Kenyans, un peu des Tanzaniens, mais plus des Ougandais et des Rwandais. Donc, nous sommes en train nous-mêmes de financer. L'Ouganda aujourd'hui fait chaque année 1,2 milliard de dollars sur les trafics de minerais et de marchandises qui passent par l'Ouganda. C'est pourquoi d'ailleurs l'Ouganda avait fait l'offre de pouvoir construire des routes chez nous, puisque ça leur profitait au lieu d'aller ailleurs. Moi, maintenant, j'ai une solution. J'ai dit non. Quelle est votre recette magique? Ma recette, moi, elle est très simple, M. Kayembe. Comme Alpha Mine. D'abord, moi, j'ai dit, je ne combattrai jamais Alpha Mine, puisque c'est notre poule aux œufs d'or. Nous prenons tous ces minéraux-là, tous ces minéraux, des tonnes et des tonnes. Nous les faisons passer par Bukavu. Aujourd'hui, cette route-là, c'est moins de 250 km. Et de Bukavu jusqu'à Uvira, on est à peu près à 200 encore. Donc, avec, au total, j'ai fait calcul, 600 km, nous quittons Walikale, donc la mine de Mifie, Bukavu, en passant par Nyangezi, on est à Kamanyola jusqu'au port de Kalundu à Uvira. Et de là, nous prenons tous ces conteneurs-là, on les fait traverser le lac Tanganyika jusqu'au port de Kigoma. Et dans les 24 heures, les marchandises arrivent au port de Dar es Salaam. On les évacue. L'avantage, c'est quoi? On va payer moins, puisque Walikale jusqu'à Mombasa, c'est plus de 1800 km. Je n'ai jamais vu une mine qui fait le transport de ces minéraux plus de 1000 km.
sauf au Congo. Donc, puisque les Tanzaniens ont accepté de venir mourir chez nous, de nous accompagner, pourquoi ne pas leur donner les affaires? On peut aussi passer par, à partir d'Uvira, on peut passer par le Burundi, qui est un pays ami, atteindre les ports de Dar es Salaam par la voie routière. Pourquoi ne pas chercher à transformer ça sur place? L'idéal pour moi, j'ai même un projet aujourd'hui, un financement parmi les gens qui ont pris part à mon banquet, qui sont prêts à donner des solutions énergétiques. Puisque Alpha BCA Mining, c'est la seule mine au monde qui continue aujourd'hui à produire à partir de gasoil. Et ça consomme de 30 à 35% de leurs bénéfices. C'est inadmissible. Alors, l'inconvénient, c'est quoi? Je fais des études et des recherches. Si Alpha Mine transformait localement, comme ils n'ont que les PE, les permis d'exploitation en éteint, ils seront obligés de se débarrasser des autres minéraux. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le secteur minier. Lorsque Alpha BCA Mining exporte les minéraux, ils font des colis d'une tonne. Et on peut dire que c'est 27% de tantale. On paye à l'État congolais 27% de tantale. Ça pose encore un problème puisque l'acheteur, en principe, c'est un acheteur indonésien qui est d'abord, puisque quand on voit d'abord les prix, ça c'est notre domaine, les prix sont inférieurs au prix du marché aujourd'hui. Mais lorsqu'on déclare 27%, on paye à l'État la valeur de 27%. Mais dans les colis là, il y a dedans de l'or, il y a de la tantale, il y a des wolframites, du fer, d'autres produits qu'on ne peut pas transformer ici. Or, si on a la solution énergétique, on sera obligé de transformer et de vendre même à la bourse les autres produits. Ce qui fait que c'est à la destination qu'on profite des autres minéraux des Congolais et on ne paye pas la taxe dessus. C'est comme ça, moi je vais plus loin, je vais même me voir avec... Mais ça c'est uniquement pour Walikale, mais pour d'autres régions du Kivu. C'est la même chose aussi, alors que les codes miniers aujourd'hui nous recommandent de transformer, de porter des produits finis. Et ça va encore nous profiter puisque tous ces déchets-là vont rester au pays et on va économiser dans la logistique. Là où vous devez transporter une tonne, par exemple, de cassitérite, vous pouvez peut-être transporter seulement 27 kilos, puisqu'il n'y a que 27% de cassitérite. Le reste serait des déchets ou des produits dont on n'a pas besoin. Donc, nous sommes en train de travailler à perte. Mais je vais plus loin. Les camions aujourd'hui, quitter Goma, il faut qu'on le dise, en principe, Goma, entre guillemets, est encerclé par les M23 et le Congo. Il n'y a pas de sortie par la voie routière à partir de Goma. Vous allez au Grand Nord par Nyiragongo, M23 est là. Vous allez chez moi à Walikale pour atteindre Kisangani, passer par Masisi, c'est l'M23. Vous voulez aller à Bukavu par Bweremana, c'est l'M23. L'unique voie de sortie aujourd'hui, c'est par les Rwandais. Vous voulez aller à Bukavu, une ville voisine, vous devez passer par les Rwandais, par Tchangungu. Alors, les gens font quoi? Ils passent par les Rwandais, Chanika, la frontière avec l'Ouganda, ils ressortent à Kasindi, la frontière avec l'Ouganda, pour aller à Beni. Alors, ceux-là qui passent dans le territoire de M23, qui est comme raccourci, à Rutshuru, un camion paye $730. Un gros camion, $830. Ils ont ce qu'on appelle la douane. Chaque produit, un bidon d'essence de 20 litres, paye 7000 francs. Un carton de cigarettes, $10. Un sac de sucre, $3,5. Vous vous rendez compte combien ces gens-là font de l'argent? Entre-temps, ils contrôlent la douane, les postes douaniers de Bunagana, les postes douaniers de Ishasha qui viennent de contrôler pendant le cessez-le-feu. Un conteneur qui paye à Matadi $15 000 de 40 pieds, paye chez M23 $5 000. C'est comme ça que vous allez voir même à Goma, à Bukavu, même ici parfois, des produits qui viennent de là, qui coûtent 3 fois moins cher que les produits d'ici. Donc, indirectement,
nous sommes entrés, la population n'a pas de choix, nous sommes obligés Oui. de passer par cette douane-là de M23 pour atteindre. On ne peut pas arriver à Walikale à partir de Goma sans passer par la douane de Kiloriro, par exemple, qui est et même ils appellent la douane. Ils déchargent tous les camions. Ils empochent cet argent. Et c'est cet argent-là qu'ils utilisent. Permet qu'ils financent leurs opérations tout criminelles. À fait. Donc ils n'ont même pas besoin du gouvernement rwandais. C'est l'argent des Congolais, les sangs des contribuables, les sangs des Congolais qu'ils utilisent, la sueur des Congolais plutôt qu'ils utilisent pour verser les sangs des Congolais. C'est comme ça que nous, à Walikale... Qu'est-ce qu'on attend pour les bouter hors de notre territoire? Moi, j'ai une solution. En tant que député, ouais. J'ai prévu d'interpeller les VPM à la défense, mais ça sera malheureusement à huis clos. Il vient d'arriver. Puisqu'il y a des choses inadmissibles. Je suis député national. Moi, j'ai dit, cette guerre ici, si nous avons la volonté, dans 3 mois, M. Kayembe, nous pouvons terminer cette guerre. On n'a pas de volonté. Nous-mêmes, la volonté politique n'est pas là. On voit pourtant le président en parler matin, midi, soir. Le président faire des déplacements. est de bonne foi, mais très mal accompagné. Nous avons voté la loi sur la programmation de l'armée. Ouais. 1,2 milliard de dollars chaque année. Mais lorsque j'ai été en vacances parlementaires, j'étais surpris de voir encore des hommes en uniforme qui touchent des salaires modiques. Je dis bien modiques. Je suis devant la caméra, mais oui. Ça m'a énervé. Lorsqu'un général ne touche même pas les salaires de mon chauffeur à moi, un général de brigade, ça me révolte. C'est pourquoi j'ai dit, je ne vais pas en parler ici, je vais en parler à l'hémicycle. À l'hémicycle. Je suis élu pour ça. En interpellant le ministre de la Défense. Il y a des choses inadmissibles. J'étais surpris de voir des groupes de Wazalendo comme NDC rénové. J'ai recensé, j'étais jusqu'au front de Kashuga. Kalembe Kashuga, au front, j'ai vu les M23 comme ça. J'ai vécu ça. NDC, 4416 hommes, mais qui ne sont pas accompagnés. Leurs dernières munitions reçues du gouvernement ou de l'appui, puisqu'ils sont maintenant aujourd'hui devenus forces de réserve des FARDC, c'était en janvier. Ils sont obligés de se débrouiller pour tenir les coups. Ça, c'est un seul groupe. Janvier, APCLS, 3812 hommes. Alors qu'à Walikale, c'est comme ça que nous nous sommes organisés, parce que c'est notre droit. À Musée, d'ailleurs, nous avait dit, prenez-vous en charge. Nous nous sommes organisés comme civils, puisque la véritable armée, ce n'est pas l'armée ici, FARDC, la police, non. C'est nous, la population. Oui. Et nous avons dit, à Walikale, nous allons nous assumer. Je ne vous cache pas, on a recruté 83 000. Même si les M23 en fait un problème, c'est notre droit de nous protéger. Puisque Walikale, c'est l'un des rares territoires encore aujourd'hui qui n'est pas encore occupé avec Bedi Bienfir par les M23 au nord Kivu. Nous devons sauver les autres. Nous avons l'espace, nous avons la volonté, nous avons les moyens. Tout ce qu'on demande au gouvernement, c'est de pouvoir nous accompagner. C'est tout. On n'a même pas besoin des FARDC politiques. Non, nous-mêmes, nous allons nous prendre en charge. Pour l'instant, vous dites cet accompagnement tarde à venir. Tarde à venir. Et arrive, moi, dans les propositions, je vais plus loin. Je me dis, puisqu'aujourd'hui, les ex-Maïmaï devenus Wazalendo sont déjà dans les réserves de FARDC. Parce qu'il y a plusieurs réserves. Pourquoi on continue à les appeler Wazalendo? Pourquoi n'est pas? Parce que nous sommes dans une situation d'exception. Un état de siège, situation d'exception. Pourquoi ne pas carrément les déverser dans la PNC et dans les FARDC? Et comme ça, ils seront pour contrôlés. Qu'il y ait un commandement unique. Oui, justement. Puisque sur le terrain, j'ai vu qu'il y a des problèmes. J'étais dans certains villages où on reproche aux Wazalendo viennent devant FARDC, arrêtent les gens. Ils jugent les gens. Puisqu'il y a un dysfonctionnement. Vous allez au front aujourd'hui, vous trouvez un front de Wazalendo, un front de FARDC, un front de Burundi, un front de Sami, RDC avec les Tanzaniens, les Sud-Africains, les Malawites.
Non. Et ça pose un problème de Ça commandement. pose un problème de commandement. Vous arrivez ici à Kinshasa, il y a des commandements qui viennent de la maison militaire du chef de l'État, qui est un organe de conseil. Les instructions qui viennent de l'état-major général, d'autres du ministère de la Défense. Alors que le commandant suprême, c'est le chef de l'État, qui donne des instructions au ministère de la Défense. Le ministère de la Défense donne des instructions au commandement des FARDC. Il n'y a que l'état-major des FARDC qui peut coordonner les opérations militaires. Donc, ces dysfonctionnements ici ne nous profitent pas. Pourquoi envoyer les généraux? J'ai posé la question. Je parle ici, j'ai dit, nous avons eu des réunions, les caucus de députés du Nord Kivu, avec l'état-major général. J'ai posé la question, j'ai répondu au chef d'état-major des FARDC, général Christian Chioué, que je salue en passant. Je dis, pourquoi vous envoyez des généraux au front? Un général qui a des immeubles, qui a des bateaux, des avions, est-il prêt à mourir pour le pays? Alors que nous avons des braves officiers. J'ai vu des gens qui sont prêts, même des sous-officiers, prêts à mourir pour le pays, mais on ne les envoie pas au front. Pourquoi on retient encore des vaillants généraux, officiers qui sont ici, comme le Kassikil et tant d'autres, fidèles des fidèles qui ont fait leurs preuves là-bas. Mais on envoie là-bas les gens qui ne sont pas. Alors moi, je propose aussi qu'on puisse relever, pas les militaires au front, mais les commandements. Puisque le commandement actuel a fait ses preuves de faiblesse. Qu'on puisse renouveler les commandements. On envoie parfois même là-bas les gens qui ne parlent même pas les Swahili, qui ne connaissent même pas les terrains. Alors qu'il y a des gens qui ont fait, parce que ça fait 3 décennies. 3 décennies que nous nous battons avec ces gens-là. Mais les gens-là qui ont gagné, on les garde ici. On ne les met même pas au commandement. Ce n'est pas la masse. Ils disent, je suis général, je suis gros, je suis... Non. La guerre, c'est l'intelligence. Et la population est disposée. Quand vous envoyez à la population des officiers supérieurs à travers lesquels elles ne se reconnaissent pas, ça pose un problème de soutien. C'est peut-être ce que Bitakura, l'honorable Bitakura, disait sur un plateau de télé il y a quelques semaines encore, que du temps de Kabila, on a relevé des officiers Maïmaï et tout ça, qui connaissaient bien la région, on les a ramenés ici pour envoyer des gens qui ne maîtrisaient pas. Mais est-ce que le problème n'est pas parce que ceux qui connaissent la région sont dans le trafic et c'est eux qui finissent par faire la fronde, quitter, créer des groupes armés? D'abord, il faut dire d'abord que les ex-Maïmaï, qu'on appelle communément les Wazalendo, depuis plus de 3 décennies, ils ne se battent pas seulement pour occuper les espaces, ils se battent d'abord pour préserver les terres de leurs ancêtres. Alors, cet engagement-là, dont ils ont fait preuve depuis longtemps, on n'a jamais réussi à les anéantir. Doublé à ça, aujourd'hui, il y a une agression. C'est connu. Donc, ils sont plus motivés, plus engagés que leurs compatriotes homologues qui viendraient du Congo central ou du Kasaï. Aujourd'hui, on voit pas mal là-bas, je ne me cache pas. Quand vous êtes chef OMG, vous êtes ministre de la Défense, c'est souvent les amis ou la coterie de ces gens-là qu'on envoie au front pour les opérations retour. On ne se cache pas. Il y a beaucoup d'argent qui sort. J'ai fait mon rapport parlementaire. L'argent qui sort au ministère de la Défense, je vous dis par exemple, l'argent, je ne veux pas citer ici des montants, quand on dit, mais quand je vois sur le terrain, parce que je parlais avec des commandants, je parlais avec des hommes en uniforme qui sont au front. Je dis, mais non, on ne peut pas attendre quelque chose. Cette situation-là doit être arrêtée. Le chef de l'État est de bonne foi, mais ces instructions ne sont pas traduites sur le terrain. Même les sessions, il le fait ici. C'est de la poudre aux yeux. Vous avez vu combien de cités ont été récupérées par les M23 pendant les cessez-le-feu. Nous avons dit, nous n'y croyons pas. Le ministre, le porte-parole du gouvernement, disait pourtant, il y a 2 jours sur TV5 Monde, que le cessez-le-feu est relativement respecté. Non, il n'est pas, je l'ai contredit, je suis son député, il est mon émanation, le cessez-le-feu n'est pas du tout respecté. Il est violé au quotidien. Au contraire, le cessez-le-feu a profité, a permis aux M23 et leurs maîtres de s'organiser et de faire de l'argent.
Puisque aujourd'hui, je vous dis que, d'après les statistiques, parce que moi je vous dis, nous avons l'avantage, nous suivons aussi ce qui se passe de l'autre côté. Puisque moi, ça fait plus de 2 décennies que je suis un acteur de premier rang dans cette région-là où j'observe la situation. Malheureusement, les gens comme Bitakura, comme nous autres, on ne nous associe pas. Puisque nous allons faire un bon travail, on prend les gens qui vont faire les opérations retour. C'est devenu du business. Alors que nous sommes en train de perdre de terre. Chaque jour, il y a au moins un espace que nous perdons. On n'a jamais récupéré un seul. Dites-moi, monsieur Kayembe, quelle est la cité que nous avons récupérée? On fait toujours des replis. Pourquoi les autres ne font pas des replis? C'est pourquoi je vous dis d'abord, le premier d'abord, il faut que nous, en tant que l'autorité est en charge du contrôle parlementaire, la deuxième institution du pays, nous devons prendre des résolutions contraignantes qui vont contraindre le gouvernement à nous suivre. Parce que nous sommes des élus. Nous avons été, moi j'ai bâti campagne. J'avais un seul thème, ramener la sécurité. Si le chef de l'État Tshisekedi a été élu à plus de 90% dans les Nord Kivu, le seul discours, nous avons eu des candidats chez nous, les Swahiliphones, Moïse et Swahiliphone, Mukwege populaire, mais nous avons dit non, nous voulons Tshisekedi, puisque M. Tshisekedi, c'est le seul qui a tenu tête à Kagame. Et aujourd'hui, j'ai été aussi élu par les mêmes discours que nous avons tenus. Donc nous avons une dette morale vis-à-vis. Donc pour nous, on préfère même mourir de faim, mais avoir la paix. Faut-il faire la guerre ou dialoguer avec le Rwanda? Le Rwanda est un pays voisin. Certes, le Rwanda pourrait avoir des préoccupations comme pays voisin. Et nous ne refuserions pas de discuter avec les Rwandais. Mais pas avec les M23, puisque les M23 est d'abord une organisation pour nous terroristes, nous avons qualifié de ça. Si les M23 pourraient faire passer ces revendications à travers les Rwandais, mais nous estimons que s'asseoir sur la même table avec les Rwandais, un pays souverain comme la RDC, n'est pas un problème. Seulement que nous avons quand même une ligne rouge que nous ne pouvons pas aujourd'hui traverser. Pendant que vous étiez en vacances, un ancien député s'est illustré lui aussi par une vidéo. Il chantait Félix Tshisekedi. Nous avons appris finalement qu'il a quitté le pays. Il se serait exilé, papa Molière. Ces discours-là, quand vous voyez ce qu'il y a chez vous, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique, est-ce que ça tend à lui donner raison ou il a tort? Peut-être parce qu'il n'a pas été récompensé. Donc, d'abord, il faut dire d'abord que, en tout cas, le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, a fait ses preuves. A fait ses preuves dans sa fermeté vis-à-vis des agresseurs. Mais là où nous avons des petits soucis, c'est l'approche sur la qualification des agresseurs. Et nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous continuons à croire que l'Ouganda fait partie des agresseurs. Si nous avons rappelé notre ambassadeur au Rwanda, nous devons aussi le faire au Burundi et en Ouganda. Autant dans l'émission, vous avez dit que même le Kenya est complice. Le Kenya est complice, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un secret, c'est un secret de Polichinelle. Les fiefs de Alliance Fleuve Congo, son siège, toutes les transactions financières, passent par le Kenya. Et c'est ça qui nous révolte. Nous devons... Pourquoi les États-Unis font des embargos financiers? Aujourd'hui, vous êtes Al-Qaïda, vous êtes un mouvement terroriste. On bouche tous vos avoirs. Ils bouchent même les avoirs des gens qui n'ont même pas de compte bancaire, comme les Kunda, j'ai même vu les Makenga, qui n'ont jamais eu même un compte à l'étranger. Alors, nous savons aujourd'hui que le Kenya est un pays. Puisque le président Kenya actuel, j'étais le premier ici à le dire, avant même le déploiement des troupes kenyanes, j'ai dit attention, comme Uhuru est parti, Ruto, il est Tutsi du Kenya. On les appelle les Kalinji. C'est comme chez nous ici, quand vous allez dans les
dans le nord, vers Ituri, nous avons une ethnie congolaise qui parle la même langue, je dis bien la même, je peux dire même dialecte, que l'ethnie du président Museveni. En Ituri là. Et qui sont avec nous au Parlement. Donc, les Kalinch sont des Tutsis du Kenya. Et moi, j'avais eu la chance de connaître Ruto quand il était un homme d'affaires. Je vous parle il y a plus de 17 ans. Et je connaissais ce qu'il était par rapport. J'ai dit, attention, j'ai dit ça avant les déploiements. Vous savez, on ne nous écoute pas, M. Kayembe. J'avais prévenu mon gouvernement. Je n'étais pas député. Attention, n'acceptez pas les déploiements des troupes kenyanes au Congo. Et là, dans le cadre de l'EAC, nous avions encore Bounagan avec nous. Il nous avait dit qu'il devrait entrer par... C'est vrai que le président sortant était de bonne foi, il était avec nous. Et c'est comme ça que le président Ruto lui-même est allé aux États-Unis convaincre le président Joe Biden sur l'arrogance de notre gouvernement. Et il a même fait le plaidoyer de M23 et Alliance Fleuve Congo pour dire que la cause défendue par ces gens-là était une cause juste. Et que les problèmes, c'était nous, la RDF. Il a fait à l'issue, à la sortie de la Maison Blanche. Qu'est-ce qu'on pouvait encore douter de ce président? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que nous avions rappelé notre ambassadeur. Il faut inquiéter les intérêts kenyans chez nous. Bien sûr, il ne faut pas inquiéter. Il faut faire un embargo financier. Il faut faire aucun véhicule encore, aucun nager congolais ne devait plus passer par le Kenya. On doit sécher les ports de Mombasa. Les ports de Mombasa contribuent aujourd'hui au budget de l'État kenyan à 34%. Donc si nous faisions ces ports-là, tous les produits pétroliers, 80% des produits pétroliers utilisés à l'Est dans la guerre viennent du Kenya. Même nos armes et munitions passent par le Kenya ou Ouganda pour venir. Vous vous rendez compte? Donc ils voient tout parce qu'ils contrôlent. Nous passons par les postes douaniers. C'est pourquoi je dis que nous-mêmes, c'est cette approche-là. Moi, je voudrais que vraiment qu'on ait une séance d'harmonisation avec le gouvernement, qui est notre émanation. Parce que nous sommes des élus. Oui. Nous avons plus d'informations. Et cette affaire n'a pas commencé aujourd'hui, M. KM. Je vous dis, je suis acteur de premier rang pendant 2 décennies. Premier rang, s'il y en a 5 à l'Est, Mouli Michig en ferait partie. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'il y a moyen de mettre fin à la guerre si nous parlons les mêmes langages. Et vous allez voir même, quand on envoie les négociateurs, vous allez voir, que ce soit à Nairobi, que ce soit à Luanda, on amène des gens qui ne connaissent rien de la région, soit des diaspora, puisqu'ils ont des entrées à la présidence, à la primature. Et les acteurs que nous sommes, on ne demande rien. Nous voulons seulement nous... Et il y a eu un acteur qui connaissait bien la région, l'abbé Bahala, qui s'est retrouvé dans une réunion là-bas et ça posait problème. Non, il a été... le cas de Bahala, il n'était pas parti là-bas négocier. Bahala s'occupait des programmes PDDRCS. C'était un programme de démobilisation, de réinsertion communautaire qui n'a rien avec la négociation. Peut-être lui se serait aurait pris des contacts, comme c'est quand même un ancien un originaire du Kivu, mais il n'a jamais été envoyé pour négocier. Pourquoi venir? Même s'il fallait, ce n'est pas lui qu'on enverrait, ce n'est pas dans ses attributions. Est-ce que, bon, la rentrée arrive, tout va bien à l'Union Sacrée? Je dois dire d'abord que je suis cofondateur de l'Union Sacrée. À ma qualité de président du parti politique Union nationale des nationalistes, il en a un sigle, j'ai apposé ma signature à l'acte signateur, fondateur de l'Union Sacrée à l'hôtel Pullman. Mais je vous dis que l'Union Sacrée, pour moi, c'est du bluff. L'Union Sacrée, c'est du bluff? Du bluff, parce que l'Union Sacrée était les contextes dans lesquels nous avons créé l'Union Sacrée n'existent plus aujourd'hui. Nous devons requalifier l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, pour nous, était une façon de nous regrouper pour faire face au FCC. FCC n'existe pas. Nous avons une majorité de 95%.
Aujourd'hui, l'Union sacrée à 95% au Parlement. Nous sommes une plateforme État. Donc, parler aujourd'hui de l'Union sacrée, pour moi, je crois que ce n'est pas un cadre approprié. L'on devrait parler de quoi? Vous pensez qu'il faut réqualifier les choses? Nous devons réqualifier, mettre en place une autre force politique. Puisque l'Union sacrée combattait FCC. FCC n'existe plus. FCC n'a pas été aux élections. FCC est toujours là, même s'ils ne sont pas au Parlement. Donc aujourd'hui, on ne sent même pas les FCC. On ne sent même pas... Même ceux-là qui sont de l'opposition. Les élections ont été... Surtout les élections présidentielles. Vous savez, il y a eu... Est-ce qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qui pose problème? C'est l'appellation Union sacrée, le présidium à 5 ou 6, ou le contenu même de votre plateforme? Non, le contenu même doit changer. Le contenu, puisque les combats que nous menions à l'époque, quand les chefs de l'État avaient lancé l'Union sacrée, ces combats-là aujourd'hui, il n'y a pas sa place. Nous allons combattre qui à l'Union sacrée? Il faudrait réfléchir, qu'est-ce que nous devons mettre en place maintenant, comme nous avons une majorité écrasante. C'est pourquoi vous avez vu même qu'il y avait un problème. Vous savez pourquoi j'ai postulé moi? J'ai postulé à la présidence de notre chambre. De l'Assemblée nationale, oui. Vous avez été contraint à retirer. J'étais candidat, pourquoi? Puisque j'avais constaté que les gens utilisaient l'Union sacrée comme une structure pour monter au créneau et avoir des dividendes personnels. D'abord, le présidium là, de l'Union sacrée, c'était des gens qui avaient la majorité, c'était des forces politiques qui avaient gagné les élections de 2018, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Mbosso n'est plus président de l'Assemblée nationale, Bahati n'est plus président du Sénat, ainsi de suite. Jean-Pierre Bemba, tout ça ne pèse plus. Il y a de nouvelles forces aujourd'hui. Oui. Il faut donc en tenir compte. Oui, bien sûr, il faut en tenir compte aujourd'hui. La première ministre actuelle doit faire partie du présidium. Elle n'a jamais siégé au présidium alors qu'elle est là. Le président Vital Kamerhe, lui, était là quand même depuis le temps. Il doit revenir en force. Alors, le problème, c'est quoi dans ce pays? C'est le non-respect de nos propres tests. D'abord, l'Union sacrée, là, c'est une tricherie, je dois le dire. Est-ce que vous savez que l'Union sacrée... Mais c'est très fort. Non, je vous dis, c'est une tricherie qui est légalisée. Pourquoi? Parce que l'Union sacrée n'a même pas de personnalité juridique. L'Union sacrée n'a pas été aux élections. M. Kayembe, je suis juriste. Oui, il y a eu des regroupements politiques. Des regroupements politiques. On devrait parler de regroupements politiques. C'est comme ça que j'avais défié les collègues qui avaient organisé des élections primaires. J'ai dit, quelles sont les dispositions de l'Union sacrée qui nous recommandent, nous, à organiser des élections primaires? Aucune. Deux. Quel est le pouvoir du présidium? L'Assemblée, le premier organe de l'Union sacrée, c'est le chef de l'État, comme visionnaire. On l'appelle la plus haute autorité politique de l'Union sacrée. Deuxième, c'est la conférence de présidents et regroupement de l'Union sacrée à laquelle je fais partie. Le présidium vient après nous. Mais 2, 3, 4 membres du présidium se réunissent. Ils nous convoquent, nous, comme des moutons de Panurge, qu'on amène à l'abattoir. Monsieur, mettez-vous là-bas. Des députés élus, des élus comme nous. Certains même, je les ai bâtis, même, j'ai eu même plus de voix qu'eux. Je dis non, ça c'est une insulte. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La corruption. Même au primaire, je connais les montants. Moi, c'est indigeste. On a corrompu des élus au primaire. Je vous dis, c'était illégal. D'abord, ça n'a pas... Maintenant, avec mes critiques, ils sont revenus à la raison. On a convoqué finalement, autour du président Kabouya, du CG Kabouya, la conférence des présidents. Vous savez, j'étais là. J'ai représenté notre groupe et notre regroupement politique. Mais je vous dis, ils sont revenus après avoir commis les dégâts de procéder aux élections primaires. Puisque nous sommes des démocrates. Nous sommes en train de nous battre pour asseoir une démocratie. Nous devons d'abord respecter nos propres tests.
On risque de Lorsque penser nous que, violons nos on- propres terres. on Pourquoi le risque de chef de penser l'État... que vous êtes aigri parce que vous ne vous êtes pas retrouvé au gouvernement. Parce que de plus en plus, il y a quand même des voix qui s'élèvent. Bon, au sein- d'abord, au sein moi, de l'Union Willy sacrée. Micheki, je n'étais pas candidat ministre. J'avais dit, j'ai été 8 fois au gouvernement. Je pense que je pourrais mieux servir mon pays au Parlement. Et quand bien même, je sais qu'il y a eu des frustrations, et j'ai dit, il y en a encore des frustrations. Mais moi, je me dis, M. Kayembe, vous savez, le président Félix, moi, je ne suis pas un flatteur. Hein. Parfois, je le déplore même. Je crois que moi, Willy Micheki, Oui. je suis de loin mieux tranquille que Félix, président Félix. Je ne l'envie même pas. Il a été roulé. Pendant le FCC Cash, dans sa première mandature, j'étais dans l'AFDF allié avec Modeste Bahati. le président Bahati. À chaque proposition ou des postes à pourvoir, il envoyait son directeur de cabinet. Guilain Nyembo, il est là, il peut le témoigner. Pour donner des propositions à l'AFDF allié, de pouvoir désigner des cas. Comme dans d'autres regroupements aussi. Mais qu'est-ce que cela a donné? Voilà le résultat. Le pays est par terre. Alors, le chef de l'État, puisque c'est lui qui va défendre le bilan. C'est lui le visionnaire. Il a dit cette fois-ci, puisque c'est mon dernier mandat, c'est à moi qu'on m'a. Aujourd'hui, tout le monde s'attaque à Kabila. Et tous les gens qui étaient autour de Kabila sont avec nous à l'Union sacrée. Tous ceux qui étaient avec Kabila hier, ils étaient avec Mobutu. Et tous ceux qui sont avec Tshisekedi aujourd'hui se retrouveront avec les secrétaires de Tshisekedi. Félix, il a passé beaucoup de temps à l'opposition. Il a dit non, non, non. Maintenant, c'est moi, je m'assume. Moi, je peux vous dire, sans risque d'être contredit, Oui. que plus de 80% de ministres dans les gouvernements actuels, c'est le choix du chef de l'État. Il les connaît personnellement. Est-ce que c'est pas ça qui est C'est une recette à nouvelle. l'origine des frustrations que nous enregistrons Mais aujourd'hui? moi, je dis, en principe, si nous croyons à la vision du chef de l'État, on ne doit pas être frustré. On doit lui faire confiance. C'est une recette qui les amène. Il y a Imaginez-vous, par exemple la FDCA le président... qui estime qu'ils n'ont pas été récompensés par rapport au poids politique qui leur représente. La politique est un jeu de qui a gagné mérite sa place. Ce sont des mauvaises pratiques d'abord, puisqu'il faut d'abord privilégier la méritocratie. Est-ce que nous croyons en Félix Tshisekedi sincèrement? C'est ça ma question à moi. Est-ce que nous croyons à ces visionnaires-là? Si nous croyons à ces visionnaires, pourquoi ne pas lui faire confiance dans ses choix? En plus, ce n'est qu'une recette. Probablement en février prochain, il y aura un remaniement. Mais un remaniement qui sera fait après avoir évalué les ministres qui sont là. Je donne le cas. Le président Vital Kamerhe. C'est notre président. C'est la deuxième personnalité de ce pays. Savez-vous que sa liste qu'il a présentée là-bas, environ 12 candidats, il aurait seulement eu un seul. Sur 12, sa combi, Molendo, le ministre actuel des hydrocarbures. Est-ce que vous avez déjà vu Vital Kamerhe se plaindre? Est-ce que ce n'est pas parce que lui, déjà, il a... non. Il est à la tête. Non. Même le problème, c'est ça. Le problème, il faut faire confiance. Le problème, c'est le manque de confiance. Il y a des gens qui ne sont pas loyaux vis-à--vis du président Tshisekedi. Oui, non. Même s'ils le sont, mais ils jouent leurs cartes personnelles. Mais c'est ça la politique. Est-ce que ceux qui sont au gouvernement ne représentent pas l'Union sacrée? Ceux qui sont au gouvernement ne sont pas des Congolais comme nous autres? Les gens ont tendance à dire que lorsqu'on est au gouvernement, il faut faire... Parce que c'est ça, depuis la Deuxième République, on va au gouvernement chercher l'argent. Pas travailler pour le pays. C'est comme ça que le président Félix veut rompre cette tendance-là. De croire qu'on envoie... J'ai même des collègues députés qui ont dit non, non, non. Pourquoi ça traîne? On va aller maintenant aux entreprises. Vous irez aux entreprises. Vous êtes député élu. Vous êtes la deuxième... Moi, je vous dis, ça me dépasse. Après le président de la République, c'est l'Assemblée nationale. Nous sommes la deuxième institution. Pourquoi vous enviez ceux qui sont à la troisième institution? Parce qu'après nous, c'est le Sénat. Après le Sénat, c'est le gouvernement. Pourquoi vous voulez aller trop bas? Alors que la Constitution vous reconnaît, vous êtes au-dessus du gouvernement.
Le gouvernement est votre émanation. Il y a même des gens qui étaient même prêts à faire sauter l'union sacrée puisqu'ils ne se sont pas retrouvés au gouvernement. C'est pourquoi moi j'ai dit que nous devons, c'est pourquoi j'ai dit que moi personnellement, je ne crois pas à cette union sacrée d'aujourd'hui. Nous devons faire une refonte totale de l'union sacrée, mettre en place une autre structure qui répondrait aux réalités du moment. Vous avez dit que le gouvernement est là pour si probable remaniement en février. Depuis qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont audibles? Est-ce que vous arrivez quand même à palper le travail qu'ils font jusque-là? Y a-t-il des ministres qui sortent de l'ordinaire et de ceux qui sont quasi invisibles? D'abord, il faut dire une chose que par rapport à la première mandature du chef de l'État, la majorité des ministres sont des technocrates. Ils sont moins vassaux de leur parti politique. Et c'était ça la vision du chef de l'État. Puisqu'il a constaté que, et moi je vous dis, moi je déplore Félix Tshisekedi, je ne l'envie pas du tout. Il nomme des gens présentés par ses partenaires, mais les gens qu'il nomme deviennent plus dépendants de personnes qui les ont recommandés que de la République. Et au finish, vous avez vu des ministres en prison, des scandales partout. Je donne un cas qui aujourd'hui fait vraiment la fierté du pays. Le cas de Constant Mutamba, un jeune. Et moi, je suis vraiment très fier de lui puisque en 36 ans, il fait la fierté de ce pays. Il a été empoisonné, il est évacué pour suivre des soins à l'étranger. C'est malheureux qu'on utilise de telles pratiques. Justement, c'est ça que nous déplorons. Et qui l'aurait empoisonné? Ça ne sera pas l'opposition. Ça devrait être l'union sacrée. Ah, c'est pas l'opposition qui l'a... Non, il n'y a pas d'opposition parce que lui, il fait un bon travail et qui gêne les gens. Je crois que le chef de l'État... Qui gêne le pouvoir. Les pouvoirs. Ses collègues du pouvoir. Qui nous gênent nous. Qui gênent nous, les pouvoirs. C'est pour dire que... C'est pourquoi je reviens sur la question de vision. Est-ce que nous croyons réellement à la vision de Tshisekedi? Constant Mutamba n'a jamais été proposé au gouvernement. C'est le chef qui l'a choisi. Et il a fait un bon choix. C'est pourquoi j'ai dit, pourquoi ne pas accepter d'expérimenter cette recette que j'appelle recette Fachi, où lui, comme chef de la majorité, c'est lui notre chef, il choisit parmi nous, même dans l'opposition. Aujourd'hui, Madame Judith, est-ce qu'elle avait un poids politique d'être Premier ministre? Non. Mais le chef l'a choisi. Et quand je vois cette dame-là, je dis, elle est mieux que la plupart de ses prédécesseurs. Surtout celui qu'elle vient de remplacer. Sama Lukonde. Sama Lukonde. Qui ne devrait pas, pour moi, être encore au Sénat, par exemple. C'est pourquoi j'ai dit que... Sama n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas été à la hauteur. On a vu ce qui s'est passé à la primature par rapport à aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons quand même, nous devons faire l'autocritique. Moi, je ne suis pas un fanatique avec les noms. J'aime bien Sama, c'est un monsieur bien, gentil, généreux. Mais comme Premier ministre, vous estimez comme Premier ministre, en tout cas, il n'était pas à sa place. Et vous pensez aussi... Et je le disais, en soutenant Tshisekedi, je disais non, en tout cas. Et en plus, on vient encore de lui donner encore un autre poste. Non, c'est pourquoi j'ai dit qu'au Sénat... Ce que vous voulez dire qu'il a été tellement excellent à l'hôtel, au château de l'avenue du Roi Baudouin, que finalement, on a dit, bon, allez-y maintenant au Sénat. On a vu là-bas les placards, ceux qui sont dans le placard, les cadavres qui sont là, on a vu. Vous avez suivi le scandale qui s'est passé ici avec un de ses conseillers? Non, c'est scandaleux. Nous disons qu'on n'est pas, nous, on n'est pas là. L'union sacrée n'est pas un conglomérat de comploteurs, de jouisseurs, non. Ainsi moi, je garde... Soumino a fait mieux que Sama. En tout cas, lorsque j'analyse le peu de temps que Mme Soumino a pu faire, en tout cas, c'est de loin. Vraiment, il n'y a pas match, comme on dit ici à Kinshasa, par rapport à son président. Mais ça s'est demandé qu'est-ce qu'elle a fait aussi concrètement. Voilà. Par exemple, d'abord, c'est vrai que la conjoncture est difficile, c'est pendant la guerre. Sam a eu la chance quand même de diriger, d'être à la primature pendant la paix. Mais lorsque je vois les efforts que les gouvernements ont fait, tout le monde, moi j'étais, il
il n'y a pas d'argent. Non, ce n'est pas d'argent, c'est la discipline. Même nous, les députés, j'ai dit, j'ai des collègues. Et nous avons notre plateforme, on incite le gouvernement, nous bloque et tout ça, comment les autres avaient autant, nous on n'a que 14 millions. C'est ça la rigueur. Et moi j'ai dit à mes collègues, non, nous devons prêcher par exemple. Nous sommes l'autorité budgétaire. Si nous acceptons de faire les sacrifices, nous allons être aussi durs à l'égard de tous ces mauvais gestionnaires. Puisque vous savez, j'ai compris que si ce pays ne marche pas, c'est d'abord nous, l'Assemblée nationale. Puisque nous avons 3 missions régaliennes. Nous avons le contrôle parlementaire. Nous pouvons frapper à partir de la première ministre jusqu'au petit balayeur agent de l'État. Nous sommes l'autorité budgétaire. Nous légiférons aussi. S'il y a des lois qui sont incompatibles avec la vie quotidienne des Congolais, nous pouvons les retirer ou faire d'autres hôtels. Donc nous avons beaucoup de pouvoir. Pourquoi attendre même l'IGF? Si nous faisons même notre travail, on ne parlait pas même de l'IGF. Même Constant Mouta, on ne parlait pas de lui. Puisque les députés ne font pas leur travail. Je suis député, je me suis dit que si nous prenons conscience, ce pays décollerait. Et c'est comme ça que j'ai dit que même ici, je demande au gouvernement de se concerter. Pas avec le président Vital Kamerhe, il n'est que seul, ou le bureau. Le bureau n'est composé que de 7 personnes. Nous sommes à peu près 494 aujourd'hui, députés, puisqu'on n'a pas encore, on attend nos collègues de Matemanimba et de Yakoma. Et ça pose aussi un problème. Pourquoi le gouvernement ne donne pas les moyens pour que ces 2 circonscriptions soient aussi représentées? La Cour constitutionnelle a même reconduit les élus de Massissi, de Rutshuru et Kwamut. On devrait aussi aujourd'hui faciliter. On a organisé les élections primaires après plus de 45 des élections locales. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore de bourgmestres élus, on n'a pas de maires de villes élus. Pourquoi? Donc on va encore les ignorer jusqu'à encore aux prochaines élections, ce qui n'est pas une bonne chose. C'est inadmissible. On doit rendre l'antenne. Prince Willy Michi Kimwami, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin. Bonne rentrée politique. Merci d'avoir choisi notre plateau pour votre première sortie. La session qui commence lundi sera mouvementée, reddition des comptes, loi des finances. On vous suivra de très près et quand vous avez le temps, n'hésitez pas de revenir ici. Nos portes vous seront toujours aussi ouvertes. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un très beau plateau. Félicitations d'abord pour l'initiative privée, parce que je vous ai connu dans l'autre média. Je vois ici vraiment c'est un cadre idéal. Et c'est vraiment frais, et climatisé. C'est pas tout, et puis vous êtes en ville. Donc c'est pas tout le monde qui est au centre-ville. Félicitations. Merci beaucoup. Revenez chaque fois que vous le pouvez, c'est votre maison. Merci. Merci au public. Merci pour tout le temps que vous avez pris. Vous avez sûrement apprécié, pris note. Faites des extraits coupés, mettez partout où vous voulez. Chez nous, c'est légal. Bon après-midi à tous. Salut.